Et nous avons maintenant le plaisir d'écouter Hubert Reeves. Vous entendez bien? Très bien. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets différents. En particulier, voilà ce qu'écrivait un vieux sage de l'Antiquité qui s'appelait Démocrite, qui était généralement mystérieux. Généralement, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Il était assez... Et en particulier, quand il écrivait « Tout arrive par hasard et par nécessité ». Les gens disaient « Mais écoutez, ça n'a pas de bon sens. C'est bien, ou bien c'est par hasard, ou bien c'est par nécessité. Ça ne peut pas être les deux à la fois. » Eh bien, on a mis 2000 ans à comprendre que M. Démocrite avait tout à fait raison. Et c'est la première chose que je vais illustrer aujourd'hui à partir d'une image qui est celle-ci. Vous avez reconnu, ce sont des cristaux de neige. Les cristaux de neige, on aime bien regarder les cristaux de neige, mais il y a deux choses qu'on peut dire sur les cristaux de neige. D'une part, il y a une loi qui préside à la formation des cristaux quand ils se baladent dans l'air du mois de mars, les grandes giboulées. La nature dit « vous aurez 6 pointes », ce qu'on appelle symétrie hexagonale. Et ça, il n'est pas question de ne pas obéir à cette loi. Tous les cristaux de neige vont y obéir. Mais au-delà de cela, la nature vous dit « maintenant, faites ce que vous voulez ». Et c'est là que ça devient intéressant, c'est on peut faire ce qu'on veut. Donc, il y a une multiplicité de formes qui sont imposées par la nature, mais pas complètement. Tout ce qui est imposé, c'est qu'il y ait effectivement 6 pointes, mais pas autre chose. Et ça, c'est le hasard. Ça dépend dans quelle température, quelle humidité se baladent les petits cristaux. C'est quelque chose qui est ce qu'on appelle l'origine de la diversité. C'est à partir d'un thème et variation, on peut l'employer comme ça, on peut dire maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez pourvu que vous ayez obéi à cette réglementation. Alors la nature qui est très inventive, qui aime la variété, qui n'aime pas se répéter tout le temps, eh bien elle invente et elle fait par exemple des formes comme celle-ci, des formes comme celle-là, celle-ci, vous voyez, c'est indéfini. On retrouve la même chose au niveau des êtres vivants. Là, la nature a une autre loi. Elle dit, les papillons, vous êtes faits pour polliniser les fleurs. Alors, elles vont polliniser les fleurs. Mais à partir de là, elles ne donnent pas un modèle unique et dire c'est terminé. Au-delà de ça, vous recommencez toujours la même chose. Là aussi, c'est l'origine de la créativité. Là, tout au long de l'évolution, on va voir la nature fabriquer des quantités de papillons, comme celui-ci, par exemple, et puis ensuite, elle va faire celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là. Voilà, voilà. Vous voyez, elle est très inventive, elle ne se restreint pas à une fonction. Il faut que la fonction soit là. Il faut que les lois soient là, il faut obéir aux lois. Nous obéissons tous aux lois de la nature. Nous n'obéissons pas tous aux lois civiles, mais ça c'est autre chose. Mais nous sommes tous différents. Nous sommes 7 milliards de personnes, ce qui montre encore l'immense variété, l'immense créativité de la nature. C'est à inscrire par rapport à ce que je vous ai raconté l'autre jour. La nature joue. Elle est très joueuse, elle invente des quantités de choses nouvelles, elle n'en finit pas d'inventer des choses nouvelles. Je vous ai montré l'autre jour, par exemple, comment elle jouait à assembler des choses semblables, l'équivalent de lettres, pour en faire des mots, pour en faire des phrases, pour en faire des paragraphes. Là, elle associe des électrons, des quarks, des quantités de particules. Elle en fait des atomes, des molécules géantes, des organismes vivants de plus en plus complexes, jusqu'à les mammifères et chacun d'entre nous. Donc ça, c'est ce que la science nous apprend sur les jeux de cette personne très vague que je ne connais pas.
vous y mettez le nom que vous voulez, c'est ce que nous appelons nous, la nature. Alors maintenant, je vais commencer. La dernière fois, je vous ai raconté ce qu'on appelait la belle histoire. La belle histoire de comment on en est arrivé à être ici aujourd'hui, à partir de quoi on est maintenant ici aujourd'hui. Je suis bien obligé de vous raconter la moins belle histoire. La même moins belle histoire, elle date d'environ 7 millions d'années. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe un phénomène extraordinaire que personne ne comprend très bien, qu'on est loin de pouvoir apprécier. Un animal, pourquoi lui, pourquoi pas un autre, acquiert une forme supérieure d'intelligence. Ça, c'est un fait, et c'est le fait qui va être derrière cette moins belle histoire. Qui est-il? Bien, vous le voyez là, tout souriant, c'est notre ancêtre d'il y a 7 milliards d'années. C'est de lui et de ses comparses que nous avons évolué. Et le voici qui se pose comme nous-mêmes des questions en se disant « qu'est-ce qui m'arrive ?» Alors maintenant, il a acquis quoi? Il a acquis l'intelligence et on va parler du rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine, on va le résumer brièvement autour d'une histoire particulière qui est l'évolution des armes, les armes. Les humains apparaissent en Afrique, notre ami Coppens vient de nous le raconter, les humains apparaissent en Afrique. Ils sont mal armés pour se défendre dans un milieu hostile. Ils n'ont pas des grandes dents, ils ne courent pas vite, ils n'ont pas de carapace comme les tortues, mais ils ont une chose, c'est l'intelligence. Et cette intelligence va les sauver, va nous sauver. Parce que si les premiers humains avaient été bouffés, disparus, nous ne serions pas là. Donc, on doit leur rendre hommage d'avoir utilisé leur intelligence pour arriver à survivre. Et là, on va raconter ce qu'on peut appeler la séquence des armes. Évidemment, les premières armes que les humains peuvent faire sont assez primitives, bien sûr. Mais comme ils sont très, très intelligents, avec le temps, ils vont faire des armes de plus en plus sophistiquées. Ils vont faire des frondes qui permettent de tuer plus loin. Ils vont faire des arcs, des arbalètes. Ils vont faire des armées avec des armes différentes. Ils vont faire des mousquets ou des fusils, des carabines. Ils vont faire des mitrailleuses. Ils vont faire des canons. Ils vont faire des canons de plus en plus sophistiqués. Ils vont faire des chars d'assaut. Et puis récemment, pendant le dernier siècle, comme ils sont super intelligents, ils vont découvrir la physique nucléaire, la force nucléaire, et ils vont faire des bombes atomiques. Vous voyez, c'est toujours la même séquence. Faire des armes de plus en plus sophistiquées, parce qu'il y a de l'escalade entre les nations, il faut se protéger, il faut se défendre, puis à l'occasion, on peut avoir envie d'agresser. Alexandre le Grand, César, Napoléon, ils ont envie de faire des faits d'armes. Question. Rappelez-vous de votre passé. Où étiez-vous le 26 septembre 1983? Nous ne le savions pas. Il se passait quelque chose d'extrêmement important. Ce monsieur, Stanislas Petrov, était aux commandes de l'arsenal nucléaire soviétique à Moscou. Il avait devant lui les boutons qui pouvaient permettre de déclencher une guerre atomique si les Américains commençaient. Il n'aurait pas commencé, mais il était prêt à se faire ce qu'on appelle la rétaliation. Ce jour-là, il reçoit un message. 5 salves d'ogives nucléaires viennent de quitter l'Amérique et se dirigent vers l'Union soviétique. Voilà. Donc, lui doit prendre une décision. 5 salves d'ogives nucléaires viennent de quitter l'Amérique et viennent vers l'Union soviétique. Il a décidé de ne pas déclencher les hostilités. Il a eu raison, parce qu'après coup, on s'est aperçu que c'était une fausse alarme. Quand on lui a demandé « Mais pourquoi ?»
parce que vous ne saviez pas que c'était une fausse alarme, c'était votre responsabilité d'agir. Pourquoi n'avez-vous pas agi? D'ailleurs, il a été puni. Il a dit, parce que je pensais que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Je ne pensais pas que d'enclencher une guerre nucléaire était vraiment la chose à faire. Voyez sur quoi reposait notre existence aujourd'hui. Si ce jour-là, M. Petrov avait décidé d'enclencher les boutons, et il avait les raisons de le faire, nous aurions eu des explosions nucléaires et nous aurions eu quelque chose comme Hiroshima et nous ne serions pas là. Vous voyez comment le rôle de l'intelligence, qui au début était salvateur, est progressivement devenu menaçant. Et ce qui est devenu menaçant, c'est bien sûr notre intelligence, les produits de notre intelligence. Ce jour-là, nous aurions pu disparaître et nous ne serions pas aujourd'hui sur le bateau Costa Classica pour en discuter. Et c'est important de prendre conscience de ce qui a changé au cours de ces quelques 7 millions d'années. L'intelligence qui nous sauvait, continue à nous sauver, bien sûr, à faire de la médecine, à faire des antibiotiques, on n'est pas fâché, mais aurait pu nous détruire. Ça, il faut en prendre conscience. Il ne faut pas oublier ces événements. Ça relativise les choses. C'est une période qui s'appelait, la plupart d'entre vous s'en souviennent, ça s'appelait la terreur nucléaire. La terreur nucléaire, c'est la guerre froide, une autre façon de dire la guerre froide. Je vous ai raconté un événement, mais il y en a plusieurs où on est passé à 2 doigts d'avoir une guerre nucléaire et de nous détruire. Ça, il faut le retenir dans nos réflexions. Maintenant, la terreur nucléaire est terminée, l'Union soviétique est démantelée, il n'y a plus beaucoup de scénarios d'une guerre nucléaire complète parce qu'il y a peut-être encore l'Iran ou la Corée du Nord ou le Pakistan quelquefois qui font bouger leur sonnette nucléaire, mais il n'y a pas en ce moment de scénario vraisemblable d'une vraie guerre nucléaire comme on aurait pu avoir à cette période. Ceci dit, ça peut changer, personne ne peut prévoir si ça ne va pas recommencer, mais disons pour le moment, on est un peu détendu, mais vous vous souvenez de la sagesse de la SNCF, un train peut en cacher un autre. L'autre train, maintenant, c'est la crise écologique contemporaine. C'est ça qui nous menace, non pas à 15 minutes, parce qu'une guerre nucléaire, ça dure 15 minutes, le temps que les fusées traversent l'Atlantique, mais à une échéance plus longue, mais pas tellement plus longue. Et je vais vous montrer une image qui est très significative du fait que notre influence est à l'échelle de la planète, tellement nous sommes intelligents, puissants, tellement nous développons des technologies fantastiques. Sur cette image, donc, vous avez vu qu'à l'occasion, les satellites ne se tournent pas vers les étoiles, mais vers la Terre. Et voilà ce qu'ils voient la nuit. Ce qui est en jaune, ce sont les éclairages, c'est les villes, les autoroutes et tout cela. Ce qui est en rouge, ce sont les puits de pétrole, c'est les torchères de méthane, puits de pétrole. Ce qui est en mauve, ce sont les feux de forêt que vous voyez ici dans la région sud du Sahara, que vous voyez ici en Amazonie. Et regardez bien ce que vous voyez en vert ici. Est-ce que vous voyez quelque chose en vert ici? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui est en vert et qui peut être visible à 100 km d'altitude? C'est pas ça, là. Qu'est-ce que c'est? C'est la pêche au lamparo. La pêche au lamparo, c'est des milliers de bateaux qui sont éclairés avec cette lueur verte. Et cela, c'est pour signifier qu'aujourd'hui, nos moyens de pêche sont tellement puissants que nous pêchons 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Voyez? On va vers quoi? On va vers un océan vide. Si on continue, si on pêche plus de poissons qu'il ne s'en reproduit, on peut faire des pêcheries extrêmement sophistiquées, efficaces et tout cela. On ne peut pas empêcher le fait que le nombre de poissons qui se reproduit, on n'a aucun contrôle là-dessus. Et si on vide l'océan, c'est terminé. En tout cas pour la pêche. C'est la même chose pour les terres qui sont de plus en plus stériles à cause de ce qu'on y répand comme pesticides. C'est la même chose pour les forêts que l'on brûle rapidement et tout cela. Alors, qui d'entre vous sait ce que c'est
que ces lumières bleues ici que vous voyez? Est-ce que quelqu'un le sait? Ça, c'est la seule chose dans cette image qui n'est pas due par des êtres humains. Ce sont les aurores boréales, exactement. C'est la ceinture d'aurores boréales autour du pôle Nord que nous aurions pu voir, sauf que nous ne sommes pas dans la bonne période. À cette période, il n'y a pas de nuit ici, vous le savez. Donc, il faut une nuit profonde pour voir les aurores boréales. C'est magnifique, je vous le recommande si vous n'en avez jamais vu. Mais ça prend une nuit où on peut au moins voir la Voie lactée. Évidemment, on est loin de ça ces jours-ci. On a maintenant pour une grande période où le soleil ne se couchera plus, puisque nous sommes au-delà du cercle arctique. Mais tout cela pour vous montrer ce qui a été transformé à partir de nos ancêtres qui se promenaient avec des frondes et des arcs, et notre puissance aujourd'hui, ce qu'on peut dire, notre influence est à l'échelle de la planète. Nous sommes devenus un moteur important dans l'évolution, dans la transformation de la planète, et cela, c'est une nouvelle qui nous menace. C'est ce qui est à la base de tout ce qu'on appelle la crise écologique. Tout se passe comme si nous menions une guerre contre la nature, et si nous gagnons, nous sommes perdus. Là, vous voyez comment on mène une guerre contre la nature. On répand des pesticides. Évidemment, c'est bien pour les chiffres d'affaires des actionnaires, mais pour la nature, c'est la destruction. Et ça se voit par un phénomène que nous appelons l'érosion de la biodiversité, c'est les vers de terre. Les vers de terre, ce n'est pas très spectaculaire. La mort des vers de terre, la destruction, l'élimination rapide des vers de terre sur la planète, ça ne fait jamais la une des journaux. Mais c'est là, ça rend les sols de plus en plus stériles, et c'est encore à relativement court terme ce qui nous menace. Et à Bonn, en 2008, on est arrivé à la conclusion, nous pourrions avoir éliminé la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle. Vous voyez, jamais dans le passé de la nature, une espèce n'en a éliminé une au complet. Les lions mangent les gazelles, mais il y a encore les lions, il y a encore les gazelles. Nous, c'est total. Quand nous nous adressons à éliminer une espèce vivante, et nous en avons éliminé déjà des millions d'espèces vivantes. Alors, il s'en reproduit, sauf que le taux de reproduction est si lent que l'élimination est bien supérieure au taux de reproduction. Alors, on a pris des leçons à partir de là. Et ces leçons, c'est ceci. Les espèces qui perdurent sont celles qui savent s'adapter. C'est ça le critère de durabilité d'une espèce sur la planète. Le futur prévisible, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour l'avenir, en autant qu'on se risque à faire des prédictions, qui est toujours dangereux, c'est la vie va continuer sur la Terre. Nous sommes incapables, quelle que soit notre puissance, de l'éliminer. Les bactéries, les insectes, les quantités d'espèces vont continuer, mais les humains pourraient disparaître. Voilà un message qu'il est important de prendre en note. On nous a enseigné que nous sommes l'espèce favorite de la nature, le chef-d'œuvre de la création, le but de la création, le but de l'évolution. Ça n'est pas vrai. Beaucoup d'espèces sont disparues, d'autres espèces réapparaissent. Nous sommes une espèce qui pourrait très bien disparaître. La vie va continuer, le soleil va continuer à se lever, les fleurs vont venir dans les sous-bois, nous ne serions plus là. Et là, il faut prendre une leçon d'une espèce en particulier, les tortues. Les tortues, à notre critère, ce n'est pas très intelligent par rapport à nous, ce n'est pas grand-chose. Mais les tortues existent depuis 300 millions d'années. Ça veut dire que les tortues ont établi un équilibre avec la nature qui est tel qu'ils sont capables de rencontrer toutes les difficultés qui se sont passées, je les ai mentionnées ici, la variation des climats, le volcanisme, les météorites, tout ce qui peut menacer une espèce vivante, comme ils sont bien adaptés, ils sont en mesure de durer depuis 300 millions d'années, alors que nous, ça fait à peine 7 millions d'années que nous sommes là et nous sommes déjà dans le collimateur. Alors, ça pose une question très générale et très importante.
l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Est-ce que l'espèce qui, comme nous, gagne de la nature comme une bonne fée, mettez des guillemets, un jour la bonne fée vient déposer sur notre ancêtre l'intelligence qui lui permet de développer toutes ces technologies, est-ce que ce cadeau est un cadeau empoisonné? Imaginons que M. Petrov ait poussé sur le bouton et que nous soyons disparus. Bien, des observateurs extérieurs, extraterrestres, il n'y en aurait plus sur la Terre, seraient venus ici et auraient dit, ben, l'intelligence, c'était un cadeau empoisonné. Parce que ces pauvres humains qui ont eu ce cadeau, ils n'ont pas su le gérer, donc ils se sont éliminés. Donc l'intelligence serait un cadeau empoisonné. Faisons un scénario catastrophe. Supposons que ce soit le cas. Scénario catastrophe, vous savez, on dit supposons que quelque chose arrive, mais qui n'est pas arrivé, mais on peut essayer d'imaginer. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est une simple anecdote, la disparition des êtres humains, des millions d'espèces sont apparues avant nous, des millions d'espèces ont disparu, une de plus, une de moins. Quelqu'un aurait pu dire, bon, ben, dans le fond, vous faites beaucoup d'histoires pour une espèce. Je voudrais défendre l'idée que ce ne serait pas une simple anecdote, que ce serait quelque chose de majeur parce que l'humanité a apporté des choses qu'aucune autre espèce n'a apportées et qui disparaîtraient inexorablement si nous devions disparaître. Alors, quelles sont ces choses? Je vais en citer 3. La première, c'est l'art, la culture. L'art et la culture, c'est-à-dire la musique, la peinture. Vous imaginez bien que si nous disparaissons, les termites n'épargneraient pas les Stradivarius. Mozart, Beethoven, Bach, tous vos compositeurs favoris seraient disparus. La vie continuerait, mais ils seraient disparus. Monsieur Vermeer, qui a fait la jeune fille à la perle, tous ces chefs-d'œuvre extraordinaires, Van Gogh, Wagner, enfin, vous nommez ce que vous aimez, tout ça serait du passé. Ce serait dommage. Le deuxième élément, c'est la science. Aucune espèce, sauf nous, n'a pu comprendre les lois de la physique atomique, n'a pu reconstituer le passé du cosmos, n'a pu construire des radiotélescopes avec lesquels nous pouvons observer jusqu'aux confins de l'univers, découvrir ces magnifiques spectacles que personne auparavant n'avait vus. Nous sommes les premiers pratiquement à savoir qu'il y a toutes ces merveilles dans le monde que sont les galaxies, les étoiles, enfin tout cela disparu. Pour ce qui est de la troisième, j'ai parlé de l'art, la culture, la science. Le troisième, je vais imaginer une petite fable. Voici un nid d'oiseaux. Dans ce nid, il y a 4 oisillons. 2 sont en santé, 2 sont malades. Les parents, oiseaux, nourrissent les oisillons en santé, ne nourrissent pas les oisillons malades, ils les laissent mourir. Pourquoi? Les biologistes nous expliquent que les oisillons en santé ont vraisemblablement des gènes en santé, tandis que les oisillons malades ont peut-être des gènes malades. Pour la lignée, pour la poursuite de la lignée, pour avoir des enfants en bonne santé, il est plus intéressant de nourrir les oisillons en santé et de laisser mourir les oisillons malades. Ça, c'est une loi générale un peu partout dans la nature. Les lions, quand ils voient des gazelles malades, ils les mangent, ils ne les soignent pas. Avec les humains, c'est différent. Il est arrivé avec les humains quelque chose de totalement différent. Aussi, on le retrouve chez les grands singes et dans certains cas chez les dauphins, mais à des niveaux beaucoup plus évolués. C'est le fait de souffrir, de voir les autres souffrir, d'être mobilisé quand on voit des personnes qui souffrent. Ça s'appelle la compassion. La compassion, c'est une qualité typiquement humaine qui est à la naissance non seulement de tristesse ou de malaise, mais aussi d'initiative globale
qui s'appelle, par exemple, la Croix-Rouge, le Croissant Rouge chez les musulmans, Amnesty International, la médecine, les hôpitaux. Tout ça, ce sont des mouvements qui n'ont pas leur équivalent chez les sociétés animales. Jamais les lions ont inventé une Croix-Rouge pour les lions malades. C'est quelque chose qui n'existe pas. Nous, les humains, est apparu dans l'évolution. Là aussi, c'est difficile, on ne sait pas très bien pourquoi. Monsieur Bertos va nous en parler au travers de l'évolution du cerveau, je suppose. Mais en tout cas, nous n'avons pas vraiment d'explication. Mais nous constatons que nous sommes malheureux quand nous voyons quelqu'un souffrir, même si nous ne souffrons pas, et nous avons envie de l'aider, et nous avons développé des techniques puissantes, grâce à notre intelligence, qui s'appellent la médecine, les antibiotiques et tout cela. Voilà le troisième élément important qui disparaîtrait inéluctablement de la planète si nous devions disparaître. Donc voilà 3 bonnes raisons, je pense, pour dire les humains ont apporté des éléments qu'aucune espèce n'a apportés. Ce serait dommage de les laisser disparaître. Enfin, c'est un point de vue personnel, chacun peut avoir son point de vue sur cette question, mais pour moi, c'est la réponse que je donne. Les humains méritent qu'on s'en occupe, qu'on les soigne, qu'on veuille leur assurer une survie, et une survie dans des conditions convenables, et pas les laisser disparaître sous prétexte que d'autres espèces sont disparues avant nous, puis après tout, pourquoi en faire une histoire? Non, je crois que ça vaut la peine d'en faire une histoire. Alors maintenant, je vais arriver à un 3e chapitre. Je vous ai parlé de la belle histoire, comment nous en sommes là. La moins belle histoire, qui est celle d'aujourd'hui, ces menaces que nous faut peser sur notre planète. Et bien, les gens maintenant sont très pessimistes en disant, c'est foutu, nous allons disparaître le siècle prochain. Je n'en sais rien, je crois que personne peut deviner l'avenir. L'avenir est imprévisible et peut-être nous allons survivre. Mais je dirais, c'est important de constater que déjà, les humains se sont impliqués dans cette opération de survie, dans ce qui s'appelle le réveil vert. Le réveil vert, ce n'est pas très récent. Ça a plus d'1 siècle et demi. Ça se passe aux États-Unis. Ça commence quelque part en Amérique du Nord, en Californie en particulier, et ça commence par le fait que des humains, non contents de déplorer le caractère tout à fait saccageur des humains, il y a un peu partout, même Pythagore, dans la littérature ancienne, on voit des gens qui déplorent quel est le comportement des humains par rapport aux animaux, par rapport à leur façon de traiter la nature, de la massacrer. Ça s'appelle le réveil vert. C'est le moment où des êtres humains disent « Eh bien non, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il ne faut pas continuellement et seulement déplorer, il faut agir. » Et ils décident de faire des mouvements de protection de la nature. Le premier mouvement de protection de la nature, il s'appelle le Sierra Club. Il est en Californie. Et il donne naissance en particulier au premier parc animalier, au premier parc où on décide de protéger la nature. Ça s'appelle Yellowstone, Yosemite, Sequoia Park. Entre parenthèses, si vous allez aux États-Unis, ne manquez pas d'aller dans ces grands parcs. C'est vraiment une des choses les plus impressionnantes que vous puissiez voir. Et là, je voudrais saluer le nom d'une personne, parce qu'il faut reconnaître ces gens qui sont des sauveteurs de l'humanité. Il y avait tout à l'heure M. Petrov, dont on peut dire, je n'ai pas terminé, en fait, j'aurais vu dire que Petrov, qui a été puni après coup, a été reconnu, il a reçu un prix, il est considéré comme un des sauveurs de l'humanité pour n'avoir pas déclenché la guerre nucléaire. Le suivant, enfin le second que je vais mentionner, c'est John Muir. C'est un vieux monsieur à cette période qui est un de ceux qui ont décidé, c'est à une période où aux États-Unis, on coupait systématiquement tous les grands arbres, tous les magnifiques séquoias qui atteignent 100 mètres de hauteur. Et avec ses amis, ils se sont rassemblés pour dire non, ça suffit, on fait des législations. Ils ont réussi à commencer des mouvements de protection de la nature. Ça s'est continué au XXe siècle, en particulier pour une personne qui s'appelle Rachel Carson, qui, dans les années 1960, a écrit un livre qui s'appelait Silent Spring, le printemps silencieux. C'était une période où les compagnies des multinationales américaines répandaient un peu partout sur le pays du DDT pour
et tuer les moustiques. Je me souviens de cette période, on considérait que c'était une bénédiction. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ce DDT détruisait aussi les oiseaux. Et c'est parce que Mme Carlson a alerté le président Kennedy, il y a eu une grande campagne et on a réussi à contrôler, éliminer pratiquement partout le DDT. Donc, encore une personne à laquelle nous devons de la reconnaissance. En voici encore un, vous le connaissez, c'est ce monsieur qui a arrêté les industries nucléaires, le CEA, Atomic Energy Commission aux États-Unis, qui versaient systématiquement leurs déchets nucléaires dans l'océan. C'est lui qui a réussi à bloquer cette entreprise. Et aujourd'hui, bon, le problème des déchets nucléaires n'est pas encore réglé, loin de là, mais on a cessé en tout cas de les déverser systématiquement dans l'océan en se disant l'océan est grand, il n'y a pas de problème. Bien, ce n'est pas vrai. L'océan peut être grand, mais il y a des problèmes. Alors, de là va apparaître ce qu'on appelle l'historique de la préservation de la nature, des grandes conférences, Rio en 92, Johannesburg, Copenhague, Nagoya et l'an prochain à Paris. Bon, ces conférences ont des résultats mitigés, sinon médiocres, mais quand même, il y a des progrès. Par exemple, Rio, c'est le moment où le mot écologie est arrivé dans le vocabulaire mondial. C'est le moment où, après lequel tout le monde, ou à peu près, sait ce qu'on veut dire par écologie. Copenhague, c'est le mot biodiversité. C'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance de ces phénomènes. Nagoya, c'est aussi la survie de la nature. Tout ça, ce sont des grands instants, des grandes périodes depuis un siècle, et avec la formation de mouvements d'abord locaux, le Sierra Club, ensuite en Europe, l'UICN, le WWF, France Nature Environnement, et puis le mouvement que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, qui s'appelle Humanité et Biodiversité, où notre objectif, c'est de sauver la biodiversité, les vers de terre, les abeilles, tout ce qui importe, les oiseaux, tout ce qui pollinise. Vous savez que la pollinisation, c'est 60% de la nourriture humaine. Aujourd'hui, avec la disparition de ces vers de terre, pas les vers de terre, les oiseaux, les insectes, nous avons ce très grand problème. Vous savez, Woody Allen disait à un moment donné, si vous avez vu le film intérieur, non, c'est Woody Hall, Annie Hall. Annie Hall, il disait, il y a 4 grandes questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Alors, quand Woody Allen dit qu'est-ce qu'on va manger ce soir, il pense à ce soir. Et nous savons que dans notre bateau, nous avons tout ce qu'il faut au Pont-Tivoli ou ailleurs. Mais si on parle de ce soir dans 30 ans, c'est beaucoup moins certain. Avec l'accroissement de la population et avec la stérilisation des sols par les pesticides et avec tous ces phénomènes, la question devient très importante. Alors, nous sommes beaucoup intéressés à la biodiversité, mais nous œuvrons aussi pour répondre à une question qui est « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Les gens disent « qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette crise écologique ?» Eh bien là, je vais citer un autre sage de l'Antiquité qui s'appelle M. Épictète. J'aime bien appeler Saint Épictète parce que vous allez voir que lui aussi a des sagesses à nous apprendre. Voilà ce que dit Épictète. Contente-toi d'agir sur ce qui dépend de toi. Ne te fais pas de soucis pour ce qui ne dépend pas de toi. Nous n'avons pas beaucoup de moyens d'empêcher la déforestation de l'Amazone. Personnellement, oui, on a des moyens, mais très, très faibles. Nous n'avons pas cela sous notre contrôle. Cependant, nous avons, chacun de nous, sous notre contrôle, des petites surfaces de la planète, que ce soit un balcon, que ce soit un jardin, que ce soit un grand domaine. Et dans ce domaine, pour ce domaine, notre mouvement, nous avons initié ce que nous appelons des oasis nature. Un oasis nature, c'est un endroit qui vous appartient, sur lequel vous avez la réglementation et que vous décidez de consacrer à la survie de la nature, personnellement. Vous avez le contrôle, la convention
de ces oasis de la nature, c'est évidemment qu'on n'y met pas de pesticides. On y met le moins possible d'engrais chimiques. On essaie de favoriser l'apparition, l'hébergement des oiseaux, des insectes, de tout ce qui est, mais c'est surtout un mouvement symbolique. Un mouvement symbolique, c'est dire moi, sur ce que je contrôle, je décide de faire quelque chose. Ça se répand un peu partout maintenant en France. Nous avons des domaines gigantesques. Par exemple, la Villette, la part de la Villette est devenue maintenant un oasis nature. Dans le Gers, pratiquement toutes les écoles, les terrains des écoles deviennent des oasis nature. Les enfants peuvent y faire des jardins et rien ne donne plus d'optimisme aux enfants que de voir le jardin qu'ils ont fait, de dire, eh bien là, j'ai fait quelque chose, je peux maintenant être content. C'est à la fois une activité qui est salvatrice pour la nature, mais qui est psychologiquement important. Vous avez votre panneau sur lequel c'est écrit « Ici, on préserve la biodiversité ». Donc, je vous encourage tous, sur Internet, vous tapez « Humanité et biodiversité » ou bien vous tapez « Oasis Nature », vous vous joignez à notre association et vous êtes très bienvenus. C'est notre façon à nous de pouvoir donner des moyens, un moyen concret de faire quelque chose pour sauver la nature. Alors, je vais terminer en vous résumant un peu comment je vois la situation présente. Ça fait maintenant plus de 30 ans, 40 ans, et plus spécifiquement 20 ans que je m'occupe de défense de l'environnement, de défense de la nature. Je dirais, les gens souvent me demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez, comment ça évolue. Alors je dirais, ça évolue de la façon suivante, c'est qu'il y a à la fois une aggravation de la situation, on émet de plus en plus de gaz carbonique. Nous savons qu'il faudrait diminuer l'émission de gaz carbonique de 60 à 80% pour stabiliser le croissement de la température, les canicules, le réchauffement, tout ce que cela apporte, la fonte des glaces, la fonte des glaciers, oui. Et nous l'augmentons chaque année de 3%. Donc, la détérioration se poursuit. La déforestation, non pas en France, ou au contraire, elle est assez contrôlée, essentiellement à cause de l'exode de la vie rurale, mais en Amazonie, au Congo, en Indonésie, ça continue à grande vitesse, il faut le savoir. En parallèle, les mouvements de restauration bougent rapidement. Nous avons eu aux États-Unis Al Gore, par exemple, qui a eu une très grande influence. En France, nous avons Nicolas Hulot en particulier. Il y a des législations qui se passent un peu partout. Il y a une force de plus en plus importante pour réagir contre cette détérioration de la nature. Moi, je le vois parce que souvent, je fais des conférences dans des collèges ou dans des lycées. Il y a 20 ans, j'avais quelques étudiants polis qui voulaient s'échapper du cours de mathématiques et qui venaient m'écouter. Aujourd'hui, j'ai des jeunes enthousiastes qui disent, qui ont des posters un peu partout, qui disent « Nous avons demandé à notre école de faire du compost, de la nourriture bio et tout cela. » Il y a vraiment un enthousiasme qui gagne en force. C'est-à-dire qu'en résumé, nous avons une confrontation entre deux forces qui, toutes les deux, prennent de la force. Personne ne peut savoir ce que ça va donner. Mais il faut être conscient du fait que ce qui se passe aujourd'hui va influencer le futur de l'humanité pour des milliers d'années à venir. Ça, c'est important de le savoir et d'avoir soi-même des réactions dans le domaine que nous pouvons gérer, qui sont des réactions personnelles. Quand on me demande si je suis optimiste ou pessimiste, je réponds une phrase de l'homme politique français Jean Monnet, auquel on demandait dans les années 50 « Est-ce que vous êtes optimiste pour l'Europe ?» C'est un des défenseurs de l'Europe. « Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ?» à une période où personne ne pensait qu'un jour les Français et les Allemands pourraient s'entendre. Jean Monnet avait cette réponse. L'important, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. Déterminé à faire ce qu'on pense qu'il faut faire, quoi qu'il arrive. Peut-être ça ne donnera rien,
peut-être ça donnera quelque chose. Personne ne peut savoir ce que sera cette planète dans 30 ans, dans 50 ans. Nous avons, et vous avez probablement tous des enfants et des petits-enfants, dans 30 ans et dans 50 ans, ils sont vraisemblablement encore là. Nous, c'est moins sûr. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. C'est quel sera l'état pour eux de la situation? Quelle vie auront-ils? Auront-ils le même confort que nous avons? Sommes-nous dans une période de maximum de confort pour l'humanité? Personne ne peut le savoir, mais il est important d'agir pour le faire. Je crois que ça, c'est le message que je peux vous envoyer. Il y a eu la belle histoire, encore une fois, qui fait que nous sommes là. Il y a la moins belle histoire qui se poursuit, qui prend de l'ampleur et qui nous menace. Il y a des réactions depuis déjà plus d'un siècle. Il faut être conscient, il faut être lucide, il faut être réaliste, pas se mettre la tête dans le sable en disant « Oh, ça va bien aller, ça va toujours bien ». Je crois que ça, c'est une attitude assez irréaliste. Il faut au contraire s'engager pour s'assurer que nos enfants et nos petits-enfants auront une vie aussi agréable que la nôtre. Voilà, je vous laisse dessus. Merci.